Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, compilation des résultats des législatives anticipées, les commissions départementales à pied d'œuvre. La commission nationale démarre ses travaux ce mercredi. La majorité qualifiée est acquise par Pastef. Amadou Ba, tête de liste victorieuse dans le département de Thiès, est notre invité. Un magistrat à l'Assemblée nationale, le juge Alioune Ndao, va faire ses premiers pas au Parlement. Sera-t-il membre de la Haute Cour de justice annoncée? Haute Cour de justice, vous le savez, pour juger les autorités qui avaient un privilège de juridiction. Les langues se délient, on vous dit tout. Et puis l'actualité, c'est aussi la biennale, la fête de l'art, découverte de l'exposition Batik au Grand Théâtre National. L'artiste célèbre le continent noir avec ses merveilles. Certaines commissions départementales vont travailler jusque tard dans la nuit. Vous le savez, la commission nationale de recensement des votes démarre ses travaux ce mercredi à 10h au Palais Lat-Dior. La majorité qualifiée est acquise par le parti Pastef. On va en parler dans un instant avec notre invité Amadou Ba, tête de liste victorieuse dans le département de Thiès de Pastef. Et puis le juge Alioune Ndao va faire ses premiers pas à l'Assemblée nationale. Sera-t-il membre de la Haute Cour de justice annoncée? Nos équipes l'ont rencontré, son portrait et son parcours, vous allez le voir avec Habib Faye. Désormais, il faut dire honorable député procureur Alioune Ndao. C'est une nouveauté au Sénégal. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'un magistrat, un ancien magistrat, entre à l'hémicycle en tant que député. Parce que c'est vraiment quelque chose de très très particulier. Et donc, j'estime que c'est un sacerdoce qu'on m'a fait. Une institution qu'il va pour refaire l'image du député tant critiqué par beaucoup de Sénégalais. Je pense que c'est ce qui ont fait ce choix sur moi. En fait, viser cet objectif, c'est-à-dire de donner une meilleure image de l'Assemblée. Le procureur, en pleine d'audience en novembre 2014, est démis de ses fonctions. Une période sombre dans sa carrière qui laisse une tache d'huile. 10 ans après, il est inscrit sur la liste nationale de Pastef à la 15e place. L'ancien avocat général à la Cour d'appel de Dakar retrouve à nouveau l'élite. Le président Macky Sall m'a relevé en pleine audience. Et je crois que d'ailleurs c'est cet événement qui m'a le plus propulsé à travers l'opinion publique et chez les journalistes. Mais je ne regrette absolument rien. Là, c'était un mal pour un bien. Et celui qui le faisait pensait me faire mal. Macky n'aurait jamais imaginé qu'en me débarquant publiquement en pleine audience le 12 novembre 2014, qu'en 17 novembre 2024, 10 ans après, je suis à la porte de l'Assemblée nationale, donc 10 ans. Dans cette même Assemblée nationale sera aussi installée la Haute Cour de justice qui est une juridiction politique dont la plupart de ses membres seront des députés. Elle sera chargée de juger le président de la République et les ministres, de juger donc les crimes et délits qu'ils ont commis dans l'exercice de leurs fonctions. Et le président, lui, il est poursuivi pour haute trahison. Tout le monde peut commettre des infractions sauf lui. D'ailleurs, que l'Assemblée, à un moment où l'Assemblée n'est pas encore installée, je ne peux pas dire que je serai membre. Mais je sais que beaucoup de gens pensent que je serai membre. Parce que j'ai entendu des officiels dire ça. Un parcours marqué par beaucoup d'événements. Le procureur Alioune Ndao avait en charge le dossier du gang Uno Alex, le dossier Karim Wade,
qui est un tournant décisif dans sa carrière. L'honorable député procureur compte bien publier un livre pour revenir sur son parcours. Merci Habib. Et je vous le disais, la Commission nationale commence ses travaux ce mercredi. Les résultats devraient normalement confirmer les lourdes tendances annoncées depuis hier. Voyons tout cela avec Dissa Prera. Si les tendances se confirment, on va vers une Assemblée nationale totalement dominée par Pastef, les patriotes. Une Assemblée nationale où les voix de l'opposition risquent d'être peu ou même pas du tout audibles. Sur les 165 sièges à pourvoir, Ousmane Sonko et son parti auraient remporté plus de 130, laissant le reste aux 10 partis et coalitions qui eux aussi ont compétit. Après la razzia de Pastef, ce serait la coalition Takoualou qui viendrait en seconde position. Cette coalition des anciens frères ennemis du PDS remporterait 16 sièges au Parlement, ce qui pourrait aussi leur valoir un groupe parlementaire. En troisième position viendrait Jam Ngerigne de Amadouba. La coalition est créditée de 7 députés. Ensuite vient la coalition dirigée par Barthélémy Diaz qui s'appelle Samoussa Kadou. Elle n'aurait eu que 3 représentants et par ricochet a perdu Dakar qui était un enjeu pour cette coalition. La surprise viendrait de Maguette Sen, tête de liste de la coalition And Naoulé qui est créditée provisoirement bien sûr de 2 députés. Tout le reste espère passer avec un seul député. Il s'agit des nationalistes de Sopi Sénégal, de Andeti Kolité, de Sénégal Kessé, de Natangé et de la coalition And Bessel Sénégal. Les 30 autres partis et coalitions de partis, eux, sont sortis bredouilles de cette élection législative anticipée. Merci Dissa. Et les organisateurs saluent le bon déroulement du scrutin. La plateforme E2Jam salue également magnifie l'attitude des opposants qui ont très vite félicité les vainqueurs. Voici Penda Sek Diouf, coordonnatrice, interrogée par Chérif Dia. E2Jam salue l'exemple de citoyenneté des responsables des partis politiques et coalitions qui très tôt ont reconnu et félicité dès la proclamation des résultats provisoire qui reflète la volonté du peuple. E2Jam recommande la réflexion sur la mise en liste de listes départementales paires afin de consolider la concordance de l'équité. E2Jam rappelle que les députés sont élus au suffrage universel direct et exhorte les nouveaux élus à l'Assemblée nationale à mettre en avant les intérêts des populations et à œuvrer pour la bonne marche de la démocratie sénégalaise. La redevabilité parlementaire de l'élu a porté les enjeux nationaux, mais aussi les spécificités. E2Jam demande l'application de la loi sur la parité au niveau du bureau de l'Assemblée nationale et des commissions. E2Jam encourage le renforcement des capacités des parlementaires pour les amener à bien comprendre les rôles et fonctions du député, la plénitude de leurs prérogatives dans le vote exclusif des lois, le contrôle de l'action gouvernementale, l'évaluation des politiques publiques, à faire valoir la plus-value apportée par les femmes parlementaires. E2Jam encourage la lutte contre la corruption, la prise en compte des femmes et des jeunes dans les politiques publiques. On continue de parler des résultats de ce scrutin avec Amadouba. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tête de liste victorieuse face à l'intercoalition dans le département de Thiès. D'abord, avez-vous une idée des chiffres que vous avez à Thiès? Je pense que déjà, il faut remercier et saluer la maturité du peuple sénégalais qui vient encore de démontrer son attachement à la démocratie, à la stabilité des institutions et montrer encore une fois qu'il est possible de réaliser cette prouesse sans injonction de la communauté internationale et d'asseoir davantage la légitimité de nos gouvernements et l'acceptabilité aussi de leur autorité. Je pense que les Sénégalais sont sortis massivement, quoi qu'on en dise. Il faut aussi saluer vraiment l'organisation, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de critiques, même de la part de l'opposition. Saluer le ministre de l'Intérieur et la Direction générale des élections qui ont su relever
dans ce laps de temps qui leur était alloué, le défi de l'organisation qui n'était pas simple au départ, mais qui au final aussi a montré la maturité et l'expérience de nos autorités, bien entendu facilitée par le fait qu'on a, et c'est une rupture à noter, un gouvernement, un président de la République et un Premier ministre qui ont entendu laisser tout le monde participer et n'ont pas essayé en aucune manière d'essayer de manipuler le résultat des élections. Je pense que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu beaucoup de contestations. Et au niveau de Thiès, qu'est-ce que vous avez comme chiffre aujourd'hui? Bon, nous attendons encore cette nuit qu'on finalise la compilation des résultats au niveau du tribunal. Oui. Demain, on se retrouve au niveau de la Commission nationale de recensement des votes. Je pense qu'il est prématuré de donner des chiffres. Oui. On les a, mais il faut attendre encore une fois que le processus suive son cours. Même si je pense qu'on a été tous félicités par nos adversaires, et je pense que le département de Thiès a été ou sera largement remporté par le parti PASTEF et ses alliés. Les tendances lourdes vous placent en tête. On annonce que vous avez gagné les 15 communes au niveau de Thiès. Pourquoi ce triomphe modeste? Il n'y a pas de triomphe modeste. Je pense qu'il faut voir ça dans la continuité. Depuis 2021, Thiès a montré la rupture. En élisant d'abord les maires de Yewwi Askan Wi, dans toutes les, quasiment, en tout cas de la ville de Thiès. Oui. Ça a été prouvé encore lors des législatives de 2022, les présidentielles pareil. Donc je pense que Thiès est dans une certaine continuité et les populations de Thiès ont montré qu'il était temps d'opérer la rupture parce que pendant un certain temps, disons que l'électorat était capté par certains leaders politiques. Et ça a montré ses limites parce que la ville de Thiès a beaucoup payé politiquement de son ancrage dans l'opposition. Je pense que cette fois-ci, ils ont compris qu'il devait y avoir une évolution notoire. Et c'est la raison pour laquelle ils ont plébiscité le projet. Et je pense que dans les pôles qui seront bientôt installés, Thiès a une place de choix et l'électorat l'a bien compris. Alors, au plan national, PASTEF a gagné au minimum 40 départements. En tout cas, c'est ce qu'on nous annonce. Un grand pouvoir, Amadou Ba, implique de grandes responsabilités. Est-ce que le plus dur commence pour vous désormais? Oui, le plus dur commence. Je pense que c'est tout un exercice de cohérence auquel s'est livré le peuple sénégalais. Malgré ce qui a pu être dit d'une certaine rupture qu'il y aurait entre le peuple, l'électorat et les premiers pas du gouvernement, je pense que les gens ont massivement adhéré au projet lors de l'élection présidentielle et ça vient juste d'être confirmé. Et cela témoigne de leur volonté aussi d'instaurer une certaine stabilité politique qui est le fondement de la prospérité économique portée par le projet. Donc je pense que c'était vraiment la cohérence. Maintenant, bien entendu, nous savons tous que ce qui nous reste à faire, nous avons des défis énormes à relever. Bien sûr. Je l'ai dit lors de nos meetings, que le plus difficile pour nous, malheureusement, n'aura pas été la conquête du pouvoir, malgré tous les sacrifices consentis, que vraiment le plus difficile commençait pour nous, avec cette volonté qu'on a, que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre ont, et tout le gouvernement, d'abord d'assainir nos finances publiques, de rendre le Sénégal beaucoup plus crédible et d'asseoir les bases d'un développement harmonieux et d'une prospérité au bénéfice des populations. Des populations. Cette victoire qui vous tend les bras est le plus beau score législatif depuis les années glorieuses du Parti socialiste, il faut aussi le dire. Comment l'accueillez-vous? Est-ce que vous la prenez, cette victoire, comme un blanc-seing? Ce n'est pas un blanc-seing, c'est plutôt l'immense espoir qui est placé en nous. Je pense que nous prenons cette victoire avec beaucoup d'humilité, mais surtout beaucoup de responsabilité. Nous savons ce qui nous attend, qu'il y a beaucoup d'espoir placé en nous, placé au projet, qu'il y a un chômage de masse qui frappe ce pays, qu'il y a une corruption généralisée qui gangrène nos institutions, qu'il y a énormément de défis à relever, non seulement en Afrique, chez nous, mais aussi dans notre sous-région. Nous sommes conscients de tous ces enjeux. C'est pour ça qu'on doit aller vite. Qu'on doit aller vite vers l'essentiel et tourner le dos petite polémique politicienne. Je pense que ça, tout le monde l'a compris. Un taux de chômage de près de 22%, on va en parler bien sûr, et puis près de 35% des jeunes qui sont sans activité. Mais quelle est la priorité de votre majorité parlementaire une fois installée? Une fois installé, c'est bien entendu le vote du budget qui doit intervenir avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, il ne vous aura pas échappé
ce sera le premier acte. C'est le premier acte à poser. Je pense avant de penser à autre chose, il faut d'abord que par rapport non seulement au fonctionnement du pays, mais par rapport à nos partenaires techniques et financiers, cette nécessité de voter le budget pour rester encore dans le délai constitutionnel qui a été fixé. Il ne faut pas qu'on déborde cela, et je pense que l'opposition aura bien compris l'urgence et la nécessité, et je pense qu'après ces résultats, ils ne mettront pas beaucoup de poseront pas beaucoup de jalons qui empêcheront l'adoption rapide de la loi de finances. De la loi de finances, à part le budget, quel est l'autre acte ou les autres actes que vous pensez être parmi les priorités? On verra au fil du temps. Je pense qu'il faut être pragmatique et considérer que tout est à refaire. Il y a des réformes institutionnelles majeures qui ont été annoncées par le président de la République et qui sont dans le projet. Il y a même le règlement intérieur de l'Assemblée qui nécessite un toilettage en profondeur pour permettre notamment même à cette nouvelle opposition de lui donner les moyens de pouvoir s'opposer, de pouvoir s'exprimer. Je pense qu'il y a beaucoup de réformes qui attendent les députés de cette législature, et je pense que durant les 5 ans à venir, ce ne sera pas du tout de tout repos. Du tout de tout repos. Ousmane Sonko sera-t-il le président de l'Assemblée nationale? Je pense que ça, c'est un faux débat qui a été ajouté et qui désespère un peu de la part de ce qu'ils l'ont porté, parce que dire que le président Ousmane Sonko devra être, comme l'ont dit, théoriser certains, quelqu'un comme Alioune Tine, par exemple, pour éviter soi-disant une dualité, je pense que c'est un faux fuyant dangereux, parce que ça voudra dire qu'il y a une dualité au sommet de l'État, laquelle dualité n'existe que dans les critiques de l'opposition, et je ne comprends pas que la société civile puisse endosser les propos de l'opposition, parce que la constitution sénégalaise est modelée de sorte à ce qu'il ne puisse pas exister de dualité. Si le problème est le président Ousmane Sonko, est-ce que ce soit nécessaire de l'assigner à l'Assemblée nationale pour éviter cette dualité? Ça veut dire que le problème est mal posé. C'est la Constitution dans ce cas-là qui autorise cette dualité, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'il ne faut pas... Dualité, il n'y en a pas. Il n'y a pas de dualité possible. On a une Constitution, on l'a tous dit et dénoncé, présidentialiste, en ce sens qu'elle octroie les pleins pouvoirs au président de la République, non seulement sur son gouvernement, mais même sur les autres institutions. Donc parler de dualité ne relève absolument pas du bon sens, encore moins de la réalité. Maintenant, ce qui est important, notamment pour les militants de PASTEF, c'est de ne pas laisser cette brèche-là qui ne sert à rien actuellement s'ouvrir ou même s'agrandir. Je pense que le président Ousmane Sonko a montré, avec toutes les stratégies qu'il a mises en place depuis 2021 pour arriver à la conquête du pouvoir, qu'il fera le bon choix. Et ce bon choix ne sera guidé uniquement que par les intérêts stratégiques du Sénégal. Est-ce que les circonstances politiques du moment, Amadou Ba, demandent un changement de régime politique au Sénégal? Tout dépend de ce qu'on appelle un changement de régime. Je pense que le président Bassirou Diomaye Faye l'avait dit, et c'est dans le projet, qu'il fallait diminuer les prérogatives du président de la République pour éviter que cette concentration entre ses mains ne débouche sur la répression qu'on a vécue et les malheurs qu'on a connus. Donc je pense qu'il y a tout un tas de réformes qui ont été annoncées, qui seront faites, mais de grâce qu'on laisse ce nouveau gouvernement travailler dans la sérénité et qu'on n'essaie pas, ce qui est le rêve malheureux de l'opposition, que ce régime, qu'il y aura peut-être quelques difficultés entre le président et le Premier ministre, et pour eux c'est cela qui pourra peut-être être un peu permettre leur renaissance. Ce qui est, mais c'est important, les gens se posent des questions aussi. Non, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le président de la République, le Premier ministre, ou même le président de la République, quand bien même le souhaiterait-il qu'il ne pourrait pas déléguer certaines de ses compétences au Premier ministre. À l'état actuel de la Constitution. Que même que le Premier ministre ne peut pas, sous peine non pas de nullité, mais même d'inexistence, de s'immiscer dans les compétences du président de la République. Dans ce cas-là, comment parler de dualité? Fut-il Ousmane Sonko? Fut-il Ousmane Sonko? Ousmane Sonko ne peut pas signer un décret à la place du président de la République. Tout à fait. Donc c'est une sorte de rhétorique politicienne de l'opposition, et je pense que la société civile
et certains intellectuels ne doivent pas s'engouffrer dans cette brèche. Mais alors, quel est le régime politique qui convient le mieux, compte tenu de la nécessité de fortifier nos institutions, mais aussi la démocratie sénégalaise acquise de haute lutte? Vous savez, c'est actuellement ce qui se passe. Oui. On vit la meilleure période sur le plan constitutionnel, avec un président de la République qui préside et un Premier ministre qui s'occupe des affaires courantes, vraiment du gouvernement. Un Premier ministre qui demande des mesures correctives aussi. Non, il le demande quand il met la casquette politique. Attention, mais le Premier ministre, en tant que Premier ministre, vous l'avez déjà vu, c'est lui-même qui s'occupe du gouvernement. Le président de la République occupe les fonctions régaliennes et il joue son rôle d'arbitre. C'est ce qu'il a valu jusqu'à présent et nous le rêvions tous pourtant. Et c'est ça qui est bizarre. C'est que l'opposition, comme la société civile, a toujours rêvé de président de la République au-dessus de la mêlée. Tout à fait. Qu'il soit au sommet des institutions parce qu'il a la fonction régalienne d'être le gardien de la Constitution et il ne peut pas le faire lorsqu'il concentre l'essentiel des pouvoirs. Il y a toujours une embolie institutionnelle qui rend le gouvernement inefficace. Donc je pense que ce qui est en train d'être vécu par le duo de l'exécutif, c'est ça qui doit être matérialisé dans les textes et comme ça il y aura un équilibre qui permettra un gouvernement harmonieux et un fonctionnement suffisamment efficace pour la conduite de l'action gouvernementale. Si je vous comprends bien, on ne touche pas à un duo qui fonctionne. Non mais bien sûr, c'est le rêve. Je vous dis encore une fois, ça fait partie des 4 piliers qu'espère l'opposition pour triompher. Ça veut dire de l'acrimonie entre le Premier ministre et le Président de la République, un problème avec l'armée, que ce soit la Casamance, ou bien des problèmes ethnico-religieux. Je pense qu'à part ces points-là, alors que le Sénégal, les défis essentiels aujourd'hui, c'est l'économie. C'est les questions économiques. Absolument. Malheureusement, ils excitent un peu toutes ces petites nuances qui peuvent exister dans un duo pour en faire des problèmes d'État. Je pense que ça donnera que des tempêtes dans des verres d'eau. Bon, on verra bien, mais c'est important de s'arrêter là-dessus parce que ça permet vraiment de lever les équivoques. Et pourquoi on en parle? Le Premier ministre Ousmane Sonko est le président du PASTEF, donc désormais chef de la majorité parlementaire. Est-ce qu'il faut revenir dès lors à un régime parlementaire moniste pour éviter toute imbrication de prérogatives entre le président et son Premier ministre? Il n'y a aucune imbrication possible. Pour les éviter, en tout cas non, il n'y en a pas de possible. Parce que je vous dis, un Premier ministre qui s'immiscerait dans les compétences régaliennes du président de la République verrait ses actes qualifiés non pas de nuls mais d'inexistants. Ça veut dire quand même que le niveau d'illégalité serait flagrant. C'est un faux débat qu'on essaie d'instaurer. Je pense que ça risque de nous poursuivre tout le mandat. Ce qui est essentiel, c'est que le président de la République, comme son Premier ministre, sont des républicains, conscients des limites de leurs prérogatives, et qu'il faut laisser au Premier ministre qui a été la tête de liste choisir en fonction, encore une fois, non pas de quelques pressions ou de quelques suggestions que ce soit, mais en fonction de l'intérêt stratégique du Sénégal, de voir quelle est la meilleure place qu'il occupe pour la réalisation du projet. En d'autres termes, il n'est pas question de revenir à un régime parlementaire. Je dis revenir parce qu'on l'a déjà connu en 1960. Tout cela, c'est des débats intéressants, des débats des cas d'école à soulever, bien sûr. Non, mais sur le plan intellectuel, tous les débats sont les bienvenus. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, je pense qu'on ne peut pas nous tromper de débat. L'urgence, ce sont les affaires économiques, les questions économiques, la prospérité, le bien-être des Sénégalais. Toutes ces questions, on aura le temps durant le mandat d'y bien réfléchir. Mais là, à l'heure actuelle, nous sommes appelés au travail et je pense qu'on doit éviter les diversions d'où qu'elles viennent. La question des régimes politiques, donc c'est pas le sujet pour le moment. C'est pas le sujet du moment, d'autant plus que tout a été dit dans le projet. Très bien. Le problème, c'est qu'il nous faut un régime d'équilibre, avec une Assemblée nationale qui retrouve la plénitude de ses compétences, une justice totalement indépendante, un président de la République totalement indépendant, le président de la République qui va sortir du Conseil. Comme je vous ai dit, l'indépendance de la justice, sa caractéristique principale n'est pas la place ou non du président. C'est vrai. C'est plutôt quel est le partage qu'il faut pour limiter ou bien comment limiter les pouvoirs du parquet. C'est ça qui rend. Mais c'était une promesse électorale et que le débat était agité. Je vous dis, ce ne sera fait que dans l'intérêt de la justice. Le plus important, il ne faut pas se tromper de débat. Ça, c'est une sorte de totem. Bien sûr que le président reste ou sorte, mais le plus important pour le justiciable qui a besoin de l'indépendance de la justice, c'est comment limiter les pouvoirs du parquet et comment donner plus de droits aux autres divisions de la justice
et bien sûr à celui qui fait face à la justice. Oui. Je pense que ce sont les débats techniques les plus importants. Il ne faut pas qu'on tombe toujours dans cette sempiternelle polémique sur est-ce que le duo présidentiel, etc., il y a une dualité au sommet, est-ce que il faut être pragmatique et je pense que les questions économiques doivent avoir et retrouver la priorité. Alors, avec cette victoire qui vous tend les bras, peut-on dire que le président Bassirou Diomaye Faye aura désormais toutes les cartes en main pour appliquer la transformation systémique du pays qui a été annoncée? Bien sûr, il nous fallait, on l'a montré que sans majorité, déjà la suppression des deux institutions que sont le CESE, le Conseil économique et le Conseil aux collectivités, qu'on ne pouvait absolument pas continuer dans cette réforme structurelle, dont le but est, comme je l'ai dit, d'assainir d'abord nos finances publiques. On a vu l'état désastreux dans lequel on a trouvé nos finances publiques, de lutter contre la corruption et de faire, encore une fois, de l'économie, reprendre les bases de l'économie, à savoir une priorité pour le secteur qui occupe la moitié de la population, c'est le secteur primaire, de renforcer le secteur secondaire par la transformation et surtout de voir l'état des lieux, faire l'état des lieux de toutes nos ressources naturelles, des contrats y afférents et d'essayer de les négocier, de les renégocier pour que le Sénégal puisse en avoir quand même un peu les dividendes. Avec cette victoire, cette nouvelle donne politique, le régime a plus de coups des franches pour renégocier ces contrats? Mais bien sûr, parce que nous sommes scrutés par l'étranger. Tout le monde, la stabilité aujourd'hui, le premier critère pour le développement économique, c'est la stabilité politique. Je pense que les Sénégalais ont fait confiance au président de la République Bassirou Diomaye et au premier ministre Ousmane Sonko. Et je pense que les partenaires techniques et financiers, conscients de tout ce qui a été dit sur nos politiques, notre budgétaire, notre situation budgétaire, notre situation financière et économique, je pense que vont accompagner cette dynamique. Et dans un temps relativement court, nous espérons que les populations vont voir et vivre les dividendes de cette rupture et de ce changement structurel de l'économie qui est le cœur du projet. Et parlant de l'économie qui est le cœur du projet, comme vous dites, il y a une vision à financer, la vision 2050. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, le taux d'inflation est à 6%, 34,4% des jeunes sont sans activité. Le Sénégal connaît un taux de chômage de près de 22%. L'urgence économique est en rouge, Amadou Ba. Oui, bien sûr, mais déjà, les réformes qui vont être annoncées très rapidement pour assainir nos finances publiques, sauvegarder déjà ce qui restait dans les caisses, à savoir empêcher que la corruption ne puisse nous prendre ce qui nous restait de vital pour la survie. Je pense qu'il y a beaucoup de leviers à activer. Il y a beaucoup de niches fiscales qui aujourd'hui peuvent alimenter le budget. Si elles sont supprimées, il y a beaucoup d'amnisties fiscales injustifiées. Vous comptez sur la fiscalité seulement pour mobiliser les ressources? Il n'y a pas que la fiscalité, ça a été dit ailleurs. On compte beaucoup sur l'épargne des Sénégalais, les réorienter vers l'investissement. On compte sur l'épargne de la diaspora. Je veux dire que dans la rupture systémique, le gouvernement compte d'abord ne plus ou bien réduire fortement sa dépendance quant au financement du projet de l'étranger et des institutions, d'endogénisation de l'économie, mais c'est dans tous les domaines. Là, avec, on l'a montré, cette volonté de remettre l'agriculture au cœur du projet, ça va baisser pour autant notre déficit de notre commerce extérieur. Et c'est comme ça que petit à petit, on va poser les jalons de notre souveraineté, que ce soit au plan alimentaire, mais aussi au plan économique. Parce que rien que pour la première phase, il y a plus de 18 000 milliards de francs CFA à aller chercher, dont 62% seront puisés des finances publiques. Il y a aujourd'hui une vraie urgence quand il s'agit de la mobilisation des ressources. Mais bien sûr, vous avez vu tous les contrats, il y a beaucoup de niches. Encore une fois, il ne faut pas croire. Malheureusement, les exonérations fiscales injustifiées, il y en a beaucoup, c'est des dizaines et des dizaines de milliards. Mais surtout, si la maîtrise des dépenses de l'État, la lutte contre la corruption, on ne se rend pas compte, parce qu'il faut se rendre compte, rien que cette année, on a eu 5200 milliards sur 34 contrats de gré à gré. 5200 milliards. C'est quasiment un budget entre 2019 et 2024. Si on rationalise les dépenses de l'État, si on regarde où sont nos priorités, si on va chercher là où sont les niches
qui n'ont pas encore été explorés, plus cette transformation structurelle de l'économie qui va réduire notre facture à l'étranger, que ce soit en achat de riz ou du blé, etc. Je pense que dans les 5 ans à venir, le Sénégal sera posé sur des jalons, sur des piliers économiques extrêmement solides, avec l'assainissement de nos finances publiques. Je pense qu'on va retrouver un Sénégal nouveau et ça pourra vraiment relancer, faire le pont de lancement du projet. Et c'est comme ça que vous voulez relancer l'investissement, parce que ça aussi c'est important. Mais bien entendu, vous savez, nous on veut faire le moteur de la croissance soit le secteur privé et non pas l'investissement public. On veut changer de paradigme par rapport à ce que faisait Macky Sall. S'endetter, lancer des infrastructures qui sont réalisées par des entreprises étrangères qui exportent les bénéfices. Nous, on veut renverser cela et faire en sorte qu'avec cette loi sur la souveraineté économique qui est extrêmement importante, de faire en sorte que notre secteur privé soit le moteur de notre croissance, parce que c'est seul le secteur privé qui permettra la création d'emplois. Le Sénégal négocie un New Deal avec le Fonds monétaire international. Est-ce que l'État, justement, ne devrait pas orchestrer son énergie et son expertise autour de la relance de l'économie après cette année électorale? Est-ce que la priorité absolue ne doit pas être vraiment la relance de l'économie? Mais ça a été dit, comme je l'ai expliqué 1000 fois, avec cette clarification électorale, sur l'acceptation du projet par l'immense majorité de la population, on a les coups de franche, avec aussi cet exercice de vérité sur l'état de nos finances publiques qui nous a valu cette dégradation de notre note, mais qui permet aussi à nos partenaires techniques et financiers de mesurer la volonté de nos gouvernants de sortir de ce cycle infernal de la dette. Mais cette dégradation fait mal quand même. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir tiré une balle dans le pied? Non, au contraire, on a échappé au pire. Le pire aurait été que le FMI, qui n'allait pas tarder à découvrir cette supercherie financière, bien sûr. Le FMI allait savoir et découvrir... Vous pensez qu'on peut raisonnablement annoncer des taux de croissance inexistants et de cacher notre dette éternellement? Je pense qu'il y a d'autres indicateurs qui allaient leur permettre de savoir, et on risquait de tomber sur le cas. Le FMI allait découvrir qu'il y a eu falsification. Mais bien sûr, tôt ou tard, imaginez si ça a été le cas, comme ça a été le cas en Grèce. Le FMI allait nous imposer une sorte de corset sur les dépenses sociales, en imposant immédiatement la fin de toutes les subventions, etc., le non-recrutement de fonctionnaires, et on allait connaître un peu ce qu'on a connu dans les années 90 avec les plans d'ajustement structurel. Donc, c'est le gouvernement qui a pris les devants. Je pense que ça a été un exercice de vérité qui montre une volonté de revoir les fondamentaux de notre économie, mais sur des bases plus saines. Et je pense qu'à partir de là, dans les 6 mois à venir, le FMI va corriger un peu ses relations avec le Sénégal dans un sens beaucoup plus favorable. Le Sénégal, est-ce que financièrement, aujourd'hui, le Sénégal, pardonnez l'expression, mais est un peu pris au collet quand même? Non, on n'est pas pris au collet. Vous savez, on hérite d'une situation très difficile, avec près de 15 000 milliards de dettes. C'est ça l'héritage que nous a laissé le président Macky Sall. Ça veut dire une croissance essentiellement tirée par la dette. Et nous voyons un peu les conséquences de cette mauvaise politique économique et financière. Maintenant, le gouvernement a pris à bras le corps cette situation. Et je pense qu'il y a un délai pour assainir tout cela. Mais dans un temps relativement court, nous pensons que le Sénégal sera à nouveau capable de retrouver les coups de franche budgétaires, notamment pour mener à bien les politiques contenues dans le projet. Alors, on va retourner à l'Assemblée nationale, à Amadou Ba. La troisième alternance est prometteuse d'une rupture radicale dans la gestion de la chose publique. Cependant, assurez-vous que le Parlement ne sera pas une chambre assourdie du bruit des apostrophes, comme on l'a vu dans le passé, mais plutôt le centre d'impulsion de la vie politique. C'est-à-dire que tout part de l'Assemblée nationale et non pas le contraire, comme on l'a vu avant. Non, non, bien sûr, il y a des ruptures importantes qui seront nécessaires. Vous savez, l'Assemblée nationale n'a jamais pu jouer son rôle en dépit des compétences qui lui sont dévolues par la Constitution. C'était quasiment une annexe politique du pouvoir et du régime. Ce qui va changer, c'est que la volonté, encore une fois, du régime de donner un statut, le statut constitutionnel qui revient de droit à l'Assemblée, ça passe par les moyens conséquents pour permettre aux députés d'être à niveau pour mieux contrôler le travail parlementaire. On sait tous qu'il nous faut des moyens pour contrôler l'action du gouvernement, qu'il nous faut évaluer les politiques publiques. Tout cela nécessite
un bouleversement du fonctionnement de l'Assemblée qui, je rappelle aujourd'hui, n'est même pas connecté à Internet. Vous allez sur le site de l'Assemblée, vous ne trouverez aucune information crédible sur le fonctionnement. Je pense qu'il y a tout cela à mener. Oui. Il y a énormément de réformes déjà en interne et surtout des outils nouveaux pour pouvoir contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques dans un sens de collaboration et pas seulement pour reprendre les sempiternels cris, vraiment tout ce qui ne fait pas les querelles parlementaires. Les querelles vraiment politiciennes. Je pense que le peuple sénégalais nous a donné un message très clair, celle d'être une assemblée de rupture, et je pense que les nouvelles autorités vont s'y atteler. Est-ce que vous allez revenir sur la loi d'amnistie, son abrogation? Vous savez, Ousmane Sonko l'a annoncé à Ziguinchor, Guy Marius Sagna l'a martelé aussi. Est-ce à dire que vous allez réitérer l'amnistie pour les détenus politiques, mais la lever pour les responsables des violences? Déjà, vous devez tous savoir qu'il n'y a pas d'amnistie possible pour les crimes et délits qui sont qualifiés au titre de la Cour pénale, du statut de Rome sur la Cour pénale internationale, de crimes contre l'humanité. Oui. On ne peut pas les amnistier. De crimes contre l'humanité. De crimes contre l'humanité. Précisons bien. Et je précise que le Sénégal a des procédures ouvertes contre les anciennes autorités auprès de la Cour pénale internationale. Oui. Contre les anciennes autorités. Le président Macky Sall, clairement. Contre les anciennes autorités, il n'est pas le seul. Oui. Je rappelle par ailleurs que le statut de Rome est incorporé dans notre code pénal. Dans ce qui se concerne la définition du crime de guerre, du crime contre l'humanité et du génocide. Par conséquent, même si l'Assemblée nationale vote une loi d'amnistie, il va de soi que le Conseil constitutionnel comprendra que dans certains de ces aspects, qui permet à ceux qui sont coupables ou seraient coupables de crimes contre l'humanité d'en échapper par la voie de l'amnistie. Je pense que même le Conseil constitutionnel ne validerait pas cette loi si elle était déférée devant lui. Oui, en langage béotien quand même. Est-ce que vous allez mettre en place la Haute Cour de justice pour juger les autorités qui ont bénéficié de privilèges juridictionnels? Là en commençant par le président de la République, Macky Sall. Il faut des précisions très claires. Allez-y. Mettre en place la Haute Cour de justice et relève de la Constitution. C'est la Constitution, à travers le règlement intérieur, qui demande la mise en place, un mois après l'installation de l'Assemblée nationale, de la Haute Cour de justice. Cette Haute Cour de justice, je le rappelle aussi, ne juge pas que le président ou ses ministres, mais encore une fois, leurs complices. Oui, les autorités qui ont bénéficié de privilèges de juridiction. Bien sûr. Maintenant, il ne faut pas en faire un agenda politique. Il faut qu'on respecte. Et c'est pour ça que peut-être que le procureur Alioune Ndao soit à l'Assemblée nationale soit une bonne chose. Tout à fait. Encore une fois, c'est davantage pour permettre le respect des droits des personnes qui seront incriminées. Il ne faut pas en faire... Vous confirmez que Alioune Ndao sera membre de cette... Non, mais je le dis juste comme ça au passage pour montrer que ses compétences ne seront pas là pour de l'inquisition, mais plutôt pour permettre un fonctionnement démocratique, parce qu'il faut rappeler que ces personnes, toutes les personnes qui seront déférées au niveau de la Haute Cour de justice sont présumées innocentes, qu'il ne faut pas en avoir un agenda politique, qu'il faut des rapports, des investigations approfondies pour pouvoir établir suffisamment leur culpabilité, parce que l'Assemblée nationale ne saurait être aussi une zone de non-droit. Donc voilà ce qu'il faut en savoir, mais ne pas penser que c'est la priorité absolue sur les questions économiques. Et ce n'est pas une demande politique, vous l'avez rappelé. Un agenda politique. Ce n'est pas un agenda politique, j'entends bien. La reddition des comptes, en revanche, vous avez battu campagne là-dessus. Mais il y aura reddition des comptes. Mais je ne veux pas que l'opinion, ou qu'on fasse croire à l'opinion que cette assemblée serait une assemblée revancharde qui est seulement préoccupée par la question d'une mise en mort politique de certains dirigeants. Je pense mais c'est vous qui en avez fait une promesse électorale. Non, mais c'est actuellement, on en parle comme si c'était l'urgence absolue. J'ai dit juste que il faut que la Haute Cour de justice va être mise en place. Déjà parce que c'est une injonction de la Constitution. Qu'il faut juger, bien entendu, tout ce qui était gestionnaire des deniers publics. Néanmoins, et ça on tient à le rappeler, ce sera fait dans les règles de l'art, dans le strict respect du Code de procédure pénale. Donc il nous faut des rapports circonstanciés pour établir suffisamment la culpabilité des mises en cause, que la discussion finale, que la décision finale qui seront adoptées, qui sont intéressantes,
non pas seulement dans la condamnation, mais de comprendre les mécanismes qui permettaient aux autorités de se départir du carcan des règles de la comptabilité publique pour pouvoir s'enrichir. Je pense que c'était un exercice extrêmement complexe. Il faudra le temps qu'il faut, mais avant la fin du mandat, bien entendu, toute la reddition des comptes sera, comme on l'a promis aux Sénégalais, une réalité. Amadou Ba, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Tête de liste victorieuse dans le département de Thiès sur la liste PASTEF. Dans l'actualité également, on va parler éducation, avoir plus de filles dans les séries scientifiques. C'est l'objectif de l'ONG FAO Sénégal qui a organisé une foire scientifique ce mardi. C'est un reportage de Mamadou Gueye. Une foire scientifique. Encourager les filles à suivre les séries scientifiques, c'est l'un des défis majeurs de FAO Sénégal. À l'occasion d'une foire scientifique organisée par cette ONG, des jeunes filles en série S, issues de différentes écoles, ont participé à cette séance où elles ont interagi avec des femmes scientifiques. Au cours de cette séance de rencontre entre femmes modèles de haut niveau et les filles de séries scientifiques, nous allons avoir des entretiens direct entre ces femmes et ces filles qui vont leur poser autant de questions qu'elles voudront sur l'ensemble de leur parcours professionnel, familial et universitaire, même scolaire, pour qu'elles s'en inspirent et qu'elles sachent qu'elles peuvent faire les mêmes parcours que ces femmes, qu'elles peuvent réussir et qu'elles peuvent arriver à ce niveau de réussite professionnelle. Ndeye Aram Boy Faye est professeure de physique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle est venue partager son expérience aux jeunes filles. Elle en profite pour les appeler à ignorer les préjugés. On a écouté leurs inquiétudes par rapport à ces filières scientifiques. D'abord, parfois, il y a des influences extérieures qui leur disent que c'est difficile. Alors, il fallait leur dire que ce n'est pas difficile et qu'elles peuvent le faire. Elles peuvent le faire aussi bien que les garçons. Et souvent, parfois même, elles sont meilleures. Parce que nous, on enseigne et on sait que les filles ont beaucoup de capacités. Et déconstruire un tout petit peu tous les stéréotypes qu'il y a derrière et leur faire comprendre que derrière ces filières scientifiques, il y a beaucoup de métiers qui peuvent être exercés plus tard. Les participantes ont magnifié cette initiative. Elles sont plus que jamais motivées à suivre les pas de ces femmes inspirantes. Je suis vraiment très contente et très honorée de participer à cette journée. On a rencontré de très braves dames qui nous ont conseillé sur leur parcours après les études, sur les études supérieures. On a été très honorés et très heureuses d'être parmi ces femmes leaders qui ont pu se faire démarquer dans la société et qui ont vraiment mené la barre en créant cette fondation. Je suis amenée à rencontrer certaines leaders qui m'ont inspirée de loin, parce que au fur et à mesure du temps qu'on avance, même dans plusieurs lycées, on constate qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et quand on vient dans certains établissements et qu'on trouve qu'il y a des femmes qui sont des leaders, ça t'inspire. En partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et celui de la formation professionnelle, cette activité entre dans le cadre d'un programme STEM, par lequel les élèves mènent directement vers la promotion des sciences. L'objectif, c'est d'augmenter le nombre de filles dans les séries scientifiques. Merci Mamadou. Et allons maintenant à Paris, anniversaire, 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Les petits-fils du soldat inconnu Serigne Fallou Fall, le fils aîné de Mame Cheikh Ibrahima Fall, se préparent pour venir à Dakar, à Thiaroye, pour célébrer cet événement triste. C'est un reportage à Paris de Pafaranik. Pour commémorer les noms des tirailleurs sénégalais qui sont tombés sur les champs de l'honneur pour la France, les petits-fils de Serigne Fallou Fall, le soldat inconnu, ont créé une association dénommée Lam Fall pour pérenniser leur nom. Serigne Fallou Fall, le ko tax a jóg mooy commémoration de tirailleurs sénégalais ñi xam ne ñoo génn àdduna ci guerre bi. Le but de cette association, c'est pour commémorer les tirailleurs sénégalais comme Serigne Fallou Fall, le fils aîné de Mame Cheikh Ibrahima Fall, Serigne Abdoulaye Fall Ndar et d'autres dignitaires mourides. Chez Mame Cheikh Ibrahima Fall qui devait aller, mais il a donné son fils aîné et ses talibés pour sauver la France qui avait perdu la guerre devant l'Allemagne. C'est pour cela que nous avons créé cette association Serigne Fallou Fall. Chaque 8 mai, à l'Arc de Triomphe, il y a un dépôt de gerbes de fleurs et une marche sur les Champs-Élysées au rythme des Zikr Baye Fall.
dañuy def dépôt de gerbe ci l'Arc de Triomphe. Le jour J, nous déposons des gerbes de fleurs à l'Arc de Triomphe et nous organisons une rencontre, des conférences sur des tirailleurs et un dîner de gala dans la salle de l'armée. Et vraiment, nous sollicitons la présence du chef de l'État pour déposer cette gerbe de fleurs le 8 mai. Ces petits-fils de Cheikh Ibra Fall n'ont pas aussi oublié le massacre de Thiaroye 44, dont ce 1er décembre est le 80e anniversaire. La journée des tirailleurs Thiaroye 44 est un massacre que nous n'allons jamais oublier, massacré parce qu'ils demandaient leur dû. Donc si on attend que le chef de l'État va venir lors du 80e anniversaire à Thiaroye, on s'en réjouit. Après tous ces sacrifices pour sauver la France, les familles des tirailleurs demandent plus de reconnaissance et interpellent les nouvelles autorités. Merci Pafara, restez en compagnie des programmes de la TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.